OK, donc un autre petit 3 minutes, avant de commencer. Bon, un petit 2 minutes. Ah, OK, donc je voulais juste faire un petit test pour être sûr que vous m'entendez tous bien. Peut-être juste me mettre un petit commentaire sur le chat, pour me confirmer que le son est bon. Ah, OK, super. Donc 2 petites minutes et on commence. OK, donc je pense qu'on pourrait commencer. On est quand même une vingtaine de personnes, donc merci d'avoir pris le temps aujourd'hui heu, de d'assister à ce webinaire, hein, pour, parler de fiscalité, si on veut. Donc aujourd'hui, la présentation se veut aussi un peu, une conversation. Donc si jamais vous avez des questions durant la séance, n'hésitez pas à les mentionner dans l'onglet de questions ou dans l'onglet de chat. Et en fait, soit que je vais essayer d'y répondre au cours de la présentation, sinon on va les garder pour la fin. Puis bon, on va prendre les questions qui reviennent le plus souvent, puis on va pouvoir les regarder ensemble. Donc, on commence. Donc, en gros, aujourd'hui, enjeux fiscaux pour les entrepreneurs. Donc, la présentation va parler de quoi exactement? En fait, j'ai décidé de parler de 4 gros volets. C'est probablement des choses que vous avez déjà vues. Donc, c'est pour beaucoup de monde, ça va être un rappel. Pour d'autres, ça va être peut-être des petits éléments que vous n'aviez pas vus avant qui vont vous sonner une cloche. Donc, c'est toujours bon à avoir. Et ben, on y va avec ça. Donc, les 4 choses que je voulais parler aujourd'hui. Comprendre les avantages et les inconvénients, bien entendu, d'une constitution en société. Donc, pour les travailleurs autonomes qui sont en train de réfléchir à ce que je devrais m'incorporer ou pas, ben, on va voir vraiment les avantages et inconvénients. On va peut-être essayer de pousser un peu aussi d'ordre plus technique, mais on va en discuter. Euh, Connaître toutes les obligations fiscales liées à une entreprise. Donc, vraiment, on va regarder qu'est-ce que ça vous prend pour être conforme au niveau fiscal. Puis bon, on va y aller aussi un peu plus en détail. Maîtriser les différentes formes de rémunération des actionnaires. Donc, comme société incorporée, ben, il faut sortir. Si vous avez besoin d'argent pour vivre, ben, en fait, il faut sortir de l'argent de la compagnie. Et il y a différentes formes qu'on peut faire ça. Donc, ça aussi, on va en rediscuter un peu plus tard. Et j'ai ramassé quelques questions, en fait. Bon, avec le temps, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc, j'en ai préparé quelques-unes, mais bien sûr, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les donner, puis on pourra les regarder ensemble à la fin de la présentation. Donc, ben, qui sommes-nous ou ben, qui suis-je? Ben, la plupart des gens qui sont sur le groupe me connaissent déjà. Donc, Chad Ouazani, diplômé des HEC, CPA, membre en règle de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Mon expérience, ça, j'en ai peut-être pas parlé à tout le monde, mais j'ai travaillé on va dire dans un Big Four les premières années. Ensuite, dans le domaine bancaire aussi, très longtemps, on va dire jusqu'à 6 ans dans le domaine bancaire. Donc, j'ai pu avoir quand même une bonne expérience dans tout ce qui est crédit, financement, les choses comme ça.
pour ensuite créer mon cabinet comptable, donc, dont je suis très fier. Donc, on accompagne les entrepreneurs là, depuis bientôt plus de écoutez, 2015, donc ça fait à peu près 7 ans qu'on les accompagne et on les voit grandir, hein, donc c'est ça. Donc, les premiers points que je voulais regarder ensemble. Donc, constitution en société. Constitution en société, devrais-je m'incorporer? C'est la fameuse question, oui ou non. Les questions qui reviennent aussi, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on doit le faire maintenant ou on devrait attendre un petit peu? J'ai entendu le fait que je paierai moins d'impôts, donc tout simplement. J'ai aussi entendu que ma conjointe ou mon conjoint peut être actionnaire de la société. Et aussi, les questions qui reviennent, c'est combien que ça coûte une incorporation? Fait que ça, on va pouvoir le regarder ensemble. Les avantages, en fait, c'est avantages et inconvénients, mais on va commencer par les avantages. Donc, il faut comprendre que quand on s'incorpore, c'est une société distincte. Donc, tout ce que la société fait, la responsabilité est liée à la société. Donc, c'est sûr à une certaine limite, mais il faut comprendre que ça permet d'effectuer la tâche, pas en notre nom personnel, mais en fait, ça va être la société qui va effectuer la tâche. Donc, quand il y a des poursuites, des choses comme ça, en fait, la responsabilité est limitée à la compagnie. Bien sûr, il y a certaines règles plus précises, mais en termes généraux, la responsabilité est beaucoup plus limitée qu'un travailleur autonome, par exemple. L'autre chose aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que certaines compagnies demandent de faire affaire qu'avec des sociétés incorporées. Donc, moi, j'ai beaucoup de consultants informatiques, par exemple, qui, eux, n'ont pas eu nécessairement le choix de s'incorporer parce que c'était la seule façon d'avoir des contrats. Donc, c'est vraiment un avantage parce que, de un, on peut passer des contrats qu'on n'aurait pas pu par ailleurs. Et de deux, habituellement, la tarification qu'on peut, en fait, le montant qu'on peut facturer chez un client, quand on est incorporé, habituellement est plus élevé que quand on le facture en tant que travailleur autonome. C'est le cas aussi, par exemple, chez les infirmières, incorporées ou pas, chez les consultants informatiques aussi. Donc, la tarification peut changer quand on fait affaire soit un travailleur autonome ou incorporé, par exemple. Séparation d'activités commerciales et personnelles. En gros, là, c'est aussi un avantage dans le sens que le fait de savoir que toutes on va dire, nos activités commerciales sont gérées de façon distincte permet aussi d'avoir ça reste quand même que c'est plus simple que quand on gère, par exemple, un compte de banque quand on est travailleur autonome, puis qu'on a nos dépenses personnelles en même temps que nos dépenses, on va dire, de compagnie. Donc, c'est sûr que ça peut permettre une certaine séparation. Ensuite, aussi, point un peu plus technique, l'imposition réduite des sociétés. Fait que ça, je vais prendre un peu plus de temps pour en discuter. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Les sociétés incorporées qui n'ont pas le droit à la déduction pour petite entreprise, donc qui n'ont pas accès aux 5500 heures, ça aussi, je vais en parler tout à l'heure, mais qui couvrent, on va dire, 90% des entreprises au Québec, ils payent 20% d'impôts. Puis c'est un taux fixe, en fait. Que vous fassiez 5 000, 50 000, 250 000, vous payez un taux fixe de 20%. Donc, ça peut valoir la peine quand le chiffre commence à augmenter. Pourquoi? Parce que le taux d'imposition personnelle, il est progressif. Et en fait, moi, j'ai sorti la table d'imposition pour 2023. En fait, le taux marginal, à partir de 20 000 mais même à partir de 17 000 il est déjà à 26%. Donc, dès qu'on dépasse 20, 25, on est déjà à un taux marginal plus élevé. Puis là, quand on est à 50 000 et plus, on est déjà à 30, 36, 41% d'impôt. Tandis que la compagnie, c'est le fun, elle reste à 20%. Là, le 12%, là, probablement qu'il y a des questions des personnes qui nous demandent comment on peut atteindre le 12%. En fait, c'est la règle du 5500 heures. C'est quoi ça? C'est que le gouvernement, en fait, depuis 2019, a imposé cette règle-là. Bon, il y avait le scandale des médecins incorporés là, qui payaient moins d'impôts. En fait, c'est qu'il faut embaucher pour 5500 heures d'employés. L'actionnaire, par défaut, que vous soyez rémunéré ou non, il vous donne un cadeau, ils vous disent, OK, dès que vous êtes un actionnaire, on vous donne 2200 heures. Donc, il faut encore embaucher 3300 heures. 3300 heures, c'est combien? C'est 60 heures par semaine. Donc, dites-vous, si ça peut s'appliquer dans votre situation, que si vous embauchez pour 60 heures semaine, qui équivaut à peu près un employé et demi à temps plein, c'est un employé à temps plein puis un autre employé à temps partiel, si vous atteignez
vous arrivez à embaucher ces fameuses 2 personnes-là, ben, dites-vous que votre taux d'imposition sera de 12 qui pourrait être très intéressant dans le cas où, par exemple, vous faites affaire avec des sous-traitants. Peut-être essayer de les convaincre puis de les embaucher parce que ça vous permettrait d'avoir ce pourcentage-là. Mais je sais que, bien entendu, pour la majorité d'entre nous, c'est dur à appliquer parce que, bon, la plupart du temps, c'est des contractants avec qui on fait affaire, mais au moins que vous le sachiez et que ça pourrait être une possibilité dans votre cas. Possibilité de planification fiscale et successorale, bien sûr, parce qu'en fait, quand on est incorporé, il y a certaines optimisations ou en fait certaines mesures qu'on peut faire. Je vous donne un exemple. En fait, nous, on fait affaire aussi avec un planificateur financier. Exemple tout simple, assurance maladie grave. Ça, qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, c'est une façon, sans aller dans les détails, mais de pouvoir retirer de l'argent de la compagnie net d'impôts. Donc, par exemple, sinon, toutes sortes de planification fiscale, si on veut intégrer les enfants, si on veut intégrer, par les enfants, la femme, peu importe, mais ça permet de pouvoir aussi planifier la succession lors du décès, par exemple, lorsqu'on veut transférer les actions de la compagnie, des choses comme ça. Et le dernier point, l'exonération pour le gain en capital. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Au niveau de l'exonération. Puis en fait, oui, c'est vrai, il y a mon collègue Louis-Charles là, qui vient de m'envoyer un message. En fait, c'est lui notre planificateur financier en fait, si vous avez des questions de tout ce qui est d'ordre d'assurance ou vraiment de planification fiscale, ben, je vous référerai, là, je vous enverrai un petit email pour vous mettre en contact. Et le dernier point, en fait, c'est ça, en revenant très rapidement à l'exonération pour le gain en capital. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous vendez les actions de votre société, si elle est éligible, bon, il y a certains critères, mais habituellement, on peut s'arranger pour que les critères soient respectés. Lorsque vous vendez les actions d'une société canadienne, le gain en capital n'est pas imposable jusqu'à hauteur de 1 million de dollars. Donc, le premier million de gain en capital que vous faites suite à la vente des actions sont non imposables. Il y a ce qu'on appelle aussi, un terme, c'est de l'impôt temporaire. Donc, peut-être qu'ils vont vous charger un impôt, mais ça reste que c'est un impôt temporaire qui sera remboursé dans le futur. Encore une fois, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un avantage vraiment de dire, si je constitue ma société, que je décide de la revendre dans le futur, il y a vraiment un avantage fiscal de le faire qu'un travailleur autonome n'aurait pas pu le faire, par exemple. Et les inconvénients, vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Les inconvénients, en fait, c'est que c'est un peu plus compliqué en termes de comptabilité. Pourquoi? Parce que en fait, un travailleur autonome, c'est revenu moins dépenses. Il n'y a pas de conciliation bancaire nécessairement à proprement dit à faire. On ne fait que déclarer le résultat. Tandis qu'une incorporation, il faut établir un bilan. Donc, il faut établir c'est quoi les comptes à recevoir, les comptes à payer, les impôts à payer, les avances à l'actionnaire, les dus à l'actionnaire. Donc, la gestion comptable est beaucoup plus complexe qu'un travailleur autonome. Et en fait, ça, qu'est-ce que ça en découle? Ça en découle le fait que les coûts, les honoraires professionnels sont beaucoup plus élevés, tout simplement. Donc, on ne peut pas comparer les frais d'un travailleur autonome avec les frais d'une incorporation, tout simplement. Donc, mais c'est le seul côté négatif. À part ça, je veux dire, le pire qui va arriver, c'est qu'on arrive au même résultat qu'une compagnie. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on décide de sortir l'argent de la compagnie en salaire ou en dividende, puis ça, on va en revenir tout à l'heure, c'était un autre point, mais en fait, on arriverait au même résultat que si on était travailleur autonome. Donc, on ne va pas perdre d'argent ou il n'y a pas un côté négatif en termes fiscaux de s'incorporer, mis à part juste les frais qui en découlent, tout simplement. Ensuite, conformité fiscale pour les entreprises, en fait. Donc là, on va survoler moi, ce que j'appelle toujours les 3 aspects. Là. Une fois qu'on couvre ces 3 aspects-là, habituellement, on a couvert 95% de toutes nos obligations fiscales. Donc, il faut juste s'assurer que ces 3 points-là soient bien couverts. Puis après, ben, honnêtement, on est fait. Puis, qu'est-ce qui arrive très souvent chez les entrepreneurs qui viennent me voir, c'est qu'ils oublient, en fait, c'est malgré eux, ils n'étaient pas au courant ou ils l'ont peut-être délaissé, mais c'est qu'ils oublient de s'occuper de ces 3 aspects-là. Mais c'est tout, en fait. Donc, tant qu'on est capable de garder un œil sur ces 3 points-là, moi, je vous garantis qu'il ne vous arrivera absolument rien, aucun intérêt, aucune pénalité. Ça va être magique. Donc, premier point, tenue de livre et gestion des taxes de vente. Donc,
toutes les compagnies qui font plus que 30 000, qui ont des fournitures taxables, sont obligées de s'inscrire à la TPS-TVQ. Et donc là-dessus, il faut penser à tous ces points-là. Donc, il faut mettre en place un système de comptabilité. Puis là, il faut réfléchir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on utilise QuickBooks? Est-ce qu'on utilise Excel? Qui pourrait être, tu sais, Excel, c'est pas mauvais, hein, surtout pour les travailleurs autonomes incorporés, que j'appelle les consultants informatiques. Étant donné que la tenue de livre est relativement simple, Excel pourrait fonctionner là, pour certains cas, pas tout le monde, mais ça pourrait très bien fonctionner. Sinon, QuickBooks, hein, on parle de 20 $ par mois, puis c'est le fun, là, QuickBooks, ça permet d'automatiser aussi, en fait, que le logiciel rentre lui-même les informations. Mais, puis là, on parlera aussi des autres points. Mais en fait, deuxième point, c'est déterminer la méthode de taxe. Ça, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser la méthode régulière pour calculer les taxes. Donc, je vais en parler rapidement. C'est quoi la méthode rapide? C'est quoi la méthode régulière? La méthode régulière, on va prendre un exemple d'un chiffre d'affaires de 100 000. Donc, chiffre d'affaires de 100 000, vous chargez combien? 15 000 $ de taxes. Donc, vous collectez 15 000 $ de taxes et on va dire que vous avez 10 000 $ d'achat. Bon, vous êtes consultant, bon, vous n'avez pas beaucoup de dépenses. Vous achetez pour 10 000 $. Donc, vous payez combien de taxes? 1 500. Donc, la méthode régulière voudrait dire qu'on prend le 15 000 moins le crédit sur les intrants, donc vos achats, 1 500. Donc, ça fait 13 500. Donc, vous faites un chèque de 13 500 au gouvernement, puis c'est réglé. La méthode rapide, c'est quoi? C'est que c'est une méthode qui est purement basée sur les ventes. Et le gouvernement dit, ben, écoutez, tant que nous payez 15%, payez-nous juste 10%. Mais le côté négatif, c'est que vous ne pouvez pas réclamer de CTI-RTI. Donc, peu importe ce que vous achetez qui n'est pas des immobilisations, vous ne pouvez pas les réclamer. Fine, pas de problème. Et donc, on revient au même exemple que je discutais tout à l'heure. Le client fait 100 000. S'il est sur la méthode rapide, il charge 15 000. Donc, il charge 15 000, mais il ne paye que 10% des ventes de 100 000. Donc, 10 000. Et il se garde 5 000 $ dans les poches. Donc, c'est vraiment une méthode qui pourrait vous mettre de l'argent dans les poches très facilement, en fait. Et le deuxième côté positif de cette méthode-là, on l'appelle pas la méthode rapide pour rien, parce qu'elle est facile. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est strictement basée sur les revenus. Vous n'avez plus besoin de retracer la TPS-TVQ sur chacune de vos dépenses, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas les réclamer. Donc, votre facture de bureau en gros, qui est de 50 $ plus taxes, donc 57,50, au lieu de devoir calculer, de dire, bon, il faut que je mette 5 $ dans la TPS, 7,50, bon bref, dans la TVQ, vous me suivez, ben vous prenez le 57,50, le montant total brut, et vous le mettez dans frais de bureau. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête. Par exemple, les frais de représentation, vous le savez, les frais de représentation, on peut réclamer que 50% de la TPS-TVQ. Ben, sur la méthode rapide, ben, vous réfléchissez pas, vous prenez le montant de la facture de restaurant, puis vous mettez ça en dépense, puis merci, bonsoir. J'y vais encore plus loin, même les fameux restos, les erreurs fréquentes, c'est les types. Donc, on prend la facture totale, on calcule la TPS-TVQ sur le montant brut, alors qu'il y a du pourboire là-dedans, puis le pourboire, ce n'est pas taxable. Donc, il y a des risques d'erreur en utilisant la méthode régulière. Donc, il faut juste savoir, est-ce que la méthode rapide serait bonne pour vous? Et si elle l'est, ben, il faut préparer la documentation parce que c'est quelque chose qui doit se planifier. Il faut envoyer un formulaire avant le début de la période qu'on veut qu'elle devienne sur la méthode rapide. Mais c'est jamais trop tard. Donc, pour la prochaine période, si par exemple vous êtes sur la méthode régulière et que vous voudriez aller sur la rapide, ben, on pourrait au moins le faire à partir de la prochaine période. Donc, il n'y aurait pas de problème. Production de la déclaration de taxes selon les fréquences choisies. Moi, honnêtement, j'ai une préférence pour y aller sur la annuelle parce que, bon, ça évite de devoir faire le calcul, mais le trimestriel est tout aussi bon, vraiment. La seule chose, c'est que si on y va trimestriel, il faut vraiment avoir une routine. Juste un petit reminder sur le calendrier qu'à chaque 3 mois, bon, ben, c'est le temps, il faut que je produise ma déclaration. Donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est ne pas être en retard. Pourquoi? Parce que quand on est en retard, c'est 15% de pénalité du montant dû, même si on est en retard une journée. Donc, quand on prend trimestriel, nos risques d'être en retard est beaucoup plus élevé que quand on prend annuel, par exemple. Puis trimestriel, on a 1 mois pour produire la déclaration. Annuel, on a 3 mois pour produire la déclaration. Donc, ça nous laisse un peu plus de temps pour la faire. Donc, à réfléchir aussi à ce point-là. Et déterminer de la personne qui sera en charge des tâches administratives. Donc, ça aussi, ça arrive très souvent. Bon, certaines personnes qui disent, bon, pas de problème, je vais faire la tenue de livre moi-même.
j'ai, bon, QuickBooks, je suis capable de gérer ça moi-même et tout. Oui, dans la mesure que ça reste simple, parce que je le dis toujours, technicien comptable ou la tenue de livre est un métier. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est quelque chose de quand même complexe, surtout pour les compagnies incorporées. Donc, je ne dirais pas de laisser ça à tout le monde. Il faut quand même avoir une petite base en comptabilité. Sinon, ben, il faut déterminer qui serait la bonne personne pour faire ces tâches-là, tout simplement. Et une fois qu'on a décidé, ben, une fois que le système sera en place, donc avec les reminders, par exemple, et avec la prise de facture, donc prendre des photos avec les factures, etc., une fois que la routine est prise, vous n'aurez plus de problème. Deuxième point, salaire déduction à la source. Donc là, si jamais vous voulez vous rémunérer, vous avez le choix de vous rémunérer en 3 façons, comme on va en discuter tout à l'heure, mais une des façons, c'est les salaires. Et donc, les salaires, c'est très important que ça aussi, c'est quelque chose qui se planifie. On ne peut pas attendre la fin de l'année pour vous déclarer un salaire, c'est déjà trop tard. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les déductions à la source. Donc, comme tout salarié ou comme tout employeur, vous êtes tenu de prélever l'argent de votre employé et de verser ça au gouvernement, incluant les cotisations patronales. Donc ça demande quoi? Première étape, il faut vous inscrire au fichier de déduction à la source. Et deuxième étape, moi, ce que je vous recommande le plus, c'est de ne jamais essayer de faire ça soi-même, toujours faire affaire avec une entreprise de système de paye. Il y en a plein, il y en a 2, 3 là. Les plus populaires, c'est Netris, Employeur D de Desjardins. J'ai aussi ADP, je crois qu'ils ont un forfait actuellement là, chez ADP. Mais en fait, eux, qu'est-ce qu'ils font, ces entreprises-là? Pour 25 $ par mois, ils vont s'occuper de tout. C'est-à-dire qu'ils vont prendre l'argent directement du compte de banque de la compagnie. Ils vont s'occuper de vous payer le montant net dans votre compte de banque, comme si vous étiez un employé. Et ils vont aussi, à chaque mois, prendre l'argent du compte pour payer toutes les déductions à la source. Donc, toutes vos DAS seront payées à temps via leur système à eux. Donc, vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir. Vous pouvez mettre ça sur l'autopilot et ça roule tout seul. Et à la fin de l'année, ben, ça produit vos T4, vos relevés 1, le sommaire 1 qu'on appelle. Donc, ils s'occupent vraiment de toute la paperasse de déduction à la source. Si jamais, dans un futur, vous voulez rajouter un autre employé qui n'est pas vous, ben, le système est déjà en place. Vous n'avez pas besoin de tout refaire cette poutine-là. Et vraiment, c'est la meilleure chose à faire. Donc, si vous voulez vous verser un salaire, allez-y avec un système de paie. Je peux vous recommander des systèmes. Il n'y a aucun problème. S'il y a quelque chose, vous m'appelez, on regarde ça ensemble. Mais vraiment, salaire, une entreprise de fournisseur de services, 25 $ par mois, ça va être le meilleur 25 $ investi. Et le troisième point, ça c'est le point que je m'occupe un peu plus, c'est tout ce qui est à la fin de l'année. Donc, une fois par année, qu'est-ce qu'il faut faire? Déclaration de revenus corporatifs, état financier, émission de feuillets fiscaux. Donc, si jamais vous avez des sous-traitants, il ne faut pas oublier comme donneur d'ouvrage, vous êtes tenu d'émettre des T4A à tous vos sous-traitants. Donc ça, des fois, ça peut avoir des oublis, des choses comme ça. Bien important de les envoyer avant le 28 février. Et les T5, si jamais vous émettez des dividendes, il faut faire la même chose, donc produire les dividendes. Et le dernier point, c'est, une fois par année, la mise à jour au niveau du registraire des entreprises du Québec et du livre des minutes. Donc, les registraires des entreprises, cette année, c'est spécial, je pourrais peut-être vous en parler un peu, mais cette année, il faut absolument la faire manuellement. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le site du registraire et compléter les nouvelles questions ou les modifications qui ont été apportées. Maintenant, on est tenu de prendre une photo du permis de conduire et de l'uploader, et également de divulguer les actionnaires ultimes. Bon, donc, ça ne nous concerne pas trop. Ça concerne plus les compagnies qui ont 2, 3 sociétés de gestion, une par-dessus l'autre. Dans ce cas-là, il faudrait divulguer les actionnaires ultimes. Mais dans votre cas, vous êtes quand même tenu d'uploader, désolé-moi le terme, ou de télécharger une copie de votre pièce d'identité pour divulguer, pour prouver votre identification. Moi, j'ai préparé une vidéo que je pourrais vous envoyer si quelqu'un en a besoin, qui vous montre étape par étape comment faire la mise à jour au niveau du registraire. Ça prend 5 minutes, vous faites les petites étapes et on pourra s'en occuper. L'autre point, c'est le livre des minutes. Le livre des minutes, en fait, ça, c'est plus, je vous dirais, une obligation légale plus que fiscale. Donc, le Revenu Québec ne va pas nécessairement aller fouiller dans votre livre des minutes, là, ça serait en plus au légal, mais vous êtes quand même tenu, selon la loi, de maintenir à jour le livre des minutes. Puis c'est quoi ça? C'est
en fait, les procès-verbaux, donc résolution des administrateurs. Donc, nous, à l'unanimement, votons le dividende. Par exemple, si on déclare un dividende, il faudrait qu'il y ait une résolution qui dit qu'on déclare ce dividende-là. On décide de la personne qui s'occupe, voyons, des états financiers. Il faut le choisir, etc. Donc, ça, c'est plus de la paperasse. Ça, c'est, je vous dirais, c'est quand même un acte qui est réservé par les avocats ou les notaires, donc les comptables ne peuvent pas trop jouer là-dedans. Ça reste, ceci étant dit, ça reste que c'est quelque chose de relativement simple. Si vous êtes un actionnaire simple, tout seul dans la compagnie, je ne vous dirais pas de le maintenir à chaque année. Là. Vous pouvez le faire à chaque 2 ans, chaque 3 ans, parce qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas d'éléments supplémentaires. S'il y a plusieurs actionnaires, là, ça vaudrait la peine, parce qu'on ne veut pas quand la chicane pogne, on veut que tout soit en ordre, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on irait comme ça. Désolé. Donc, petite question. Écoute, Jean-Marc, je te reviens avec ta question à la fin. Et deuxième question, Cassandra, à propos de la mission d'examen. Non, malheureusement, j'en fais pas. C'est vraiment un choix que j'ai décidé de faire parce qu'en fait, mission d'examen, ça demande une expertise qui est un peu différente. Moi, j'ai vraiment décidé de me spécialiser dans les missions de compilation et aussi tout ce qui est dans mon service professionnel, etc. Donc, les missions d'examen ne sont pas dans ma clientèle niche, on va dire. Et donc, c'est pour ça qu'on n'en fait pas. Mais je connais des très bons CPA qui seraient ravis de pouvoir vous aider. Donc, vous m'envoyez un petit message et je vous enverrai un petit lien pour vous mettre en contact. Super. Bon, prochain point, rémunération de l'actionnaire. Donc, il y a trois types. Hein. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 1 million, on en a juste 3. Salaire, dividende, prêt à l'actionnaire. C'est quoi les avantages, les inconvénients de chaque? Donc, on va commencer avec les salaires. Les salaires, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que c'est une dépense pour la compagnie. Donc, on est capable de réduire l'imposition de la compagnie à 0 en déclarant un salaire ou même de le diminuer en déclarant un salaire. Mais on revient à la première question à propos de l'incorporation, c'est-à-dire que l'incorporation paye du 20 % d'impôt. Donc, je ne suis pas pour vous déclarer un 60 000, 80 000 que vous n'avez peut-être pas besoin, puis payer du 27 à 33, même jusqu'à 38, 40 % d'impôt au personnel. Donc, on laisse l'argent dans la compagnie. On ne sort que ce qu'on a besoin. C'est ça le but, c'est de laisser le plus d'argent dans la société puis de sortir que le minimum. Le deuxième avantage du salaire, ça permet de cotiser au REER, chose qu'un dividende ne permet pas. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a dans le but d'investir ou que, je dirais que sa planification de retraite est dans les placements au niveau des REER ou juste dans les revenus passifs, ça pourrait être quand même une bonne avenue de mettre de l'argent dans les salaires et ensuite prendre l'argent et mettre ça dans les REER parce que là, on a un double cadeau. Du côté de la compagnie, c'est une déduction, le salaire. Puis, en fait, on sort l'argent et ensuite, on remet dans les REER, qui est nous aussi une déduction au niveau des revenus personnels. Donc, ça permet quand même une bonne optimisation. Permet d'investir dans d'autres véhicules financiers tels que les assurances invalidité. Ça, j'en avais parlé. Il y a mon collègue aussi, Louis-Charles, qui est dans le groupe, qui pourra vous en parler un petit peu plus en détail. Mais ça permet de souscrire à des assurances parce qu'un actionnaire versus un salarié n'a pas les mêmes types, ne peut pas avoir les mêmes types d'assurance, on va dire. Par exemple, en termes d'assurance maladie grave, des choses comme ça. Plus facile de financer une propriété, tout à fait, parce qu'en fait, ça dépend de chaque banque. Il faut toujours parler à un courtier. Et en fait, parlant de ça, tout ce que j'ai dit depuis le début, toujours discuter avec votre comptable. C'est-à-dire que toutes les informations que je donne aujourd'hui, c'est à titre informatif. Chaque personne est différente, donc peut-être que la réponse que je vous donne ne s'applique pas nécessairement à vous, mais ça s'applique, on va dire, à une très grande majorité. Mais en fait, c'est ça, donc plus facile de financer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un T4. Donc, un T4 paraît beaucoup mieux aux yeux de la banque qu'un T5, habituellement, à confirmer avec le courtier, mais à voir à ce niveau-là. Et intéressant, oui, de cotiser à certains programmes, c'est-à-dire que le salaire, vous allez cotiser au régime des rentes du Québec, régime québécois d'assurance parentale. Ça permet d'avoir aussi certains crédits pour frais de garde. Donc ça, pour y aller un peu plus en détail, vous planifiez avoir un enfant.
ben, déclarez-vous pas de dividende, déclarez-vous un salaire, big time. Pourquoi? Parce que en déclarant un salaire, vous cotisez au régime québécois d'assurance parentale et l'année suivante, lorsque vous accouchez ou lorsque vous allez avoir un enfant, ben, vous allez pouvoir avoir une prestation équivalent à 70% du salaire qui était déclaré. Donc, habituellement, qu'est-ce que je fais avec mes clients? J'optimise. Donc, on déclare le maximum de salaire possible, en fait, pour avoir le maximum de prestations suite à la naissance de l'enfant. Donc, ça pourrait être un avantage là-dessus. Oui, ben en fait, tout à fait. Puis, très bon point, Denis. Il faut faire la simulation. Mais en fait, la conclusion de ça, là, oui, il y a des avantages et inconvénients, mais après, qu'est-ce qui est le mieux? Si quelqu'un me pose la question, c'est on n'a pas le choix de faire une simulation parce qu'il n'y a pas une personne qui aura la même situation. Donc, vraiment, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque situation. Donc là, par exemple, pour quelqu'un qui a un enfant, oui, ça vaut un salaire, ou quelqu'un qui veut mettre un REER, oui, mais sinon, ben, très probablement, ça va être un mix des deux, en fait, qui a la bonne réponse. Donc, on irait avec ça. Ensuite, aussi, dernier petit point pour le salaire, c'est que si vous avez des enfants qui vont à la garderie, le crédit d'impôt pour frais de garde fédéral, il est basé sur le salaire seulement, pas sur le dividende. Donc, par exemple, si en fait, sur le salaire le plus bas du couple. Et donc, si vous n'avez qu'un dividende et aucun salaire, vous n'avez pas droit au crédit d'impôt pour frais de garde fédéral. Donc, dans ce cas-là, il faudrait quand même déclarer un salaire minime, un 20 000 ou un 15 000 au moins pour avoir le 100% du crédit, du crédit pour frais de garde. Mais sinon, c'est le seul cas très particulier qu'il faut faire attention. Deuxième point, dividende. Donc, le dividende, contrairement au salaire, il n'est pas déductible. Donc, on paye l'impôt, le fameux 20%, puis qu'est-ce qui nous reste? On le déclare en dividende. Mais l'avantage du dividende, c'est que ça nous permet, en fait, puisque c'est la société qui paye les impôts et pas le particulier, on n'a pas besoin de sortir autant. Pourquoi? Parce que la société vous donne le droit à un crédit d'impôt pour dividende. Donc, au personnel, un salaire n'est pas imposé, pas du tout, comme un dividende. Un dividende est beaucoup moins imposé qu'un salaire. Et donc, le fait que vous n'avez pas de devoir retirer autant d'argent vous permet d'avoir une meilleure imposition, tout simplement. Mais encore à la conclusion, c'est vous venez, on regarde votre situation, on fait une simulation sur le logiciel Excel, dépendamment de vous, combien vous voulez retirer d'argent de la compagnie, combien vous avez besoin d'argent pour vivre, etc. Est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous êtes célibataire, est-ce que vous avez des enfants, pas d'enfants, etc. Et on sera en mesure de sortir le meilleur chiffre ou la meilleure combinaison pour ça. Et le dernier point, prêt à l'actionnaire. Donc, si on ne veut pas le déclarer en salaire puis on ne veut pas le déclarer en dividende, on pourrait aussi s'occuper de faire un prêt, c'est-à-dire que la banque agirait comme une... la compagnie agirait comme une banque. Donc, elle vous prêterait de l'argent. Ça permet de rapporter l'imposition. Donc, et de pas beaucoup, de 1 an ou 2 maximum. Donc, je vous donne un exemple. Votre fin d'année, c'est le 30 septembre 2023. Vous décidez d'emprunter 50 000 $ à la compagnie le 15 octobre 2023, donc passé la fin d'année, 15 octobre 2023, vous avez 50 000 $. Il faut que le prêt ne peut apparaître seulement un bilan aux états financiers. Donc, si on y va au 30 septembre 2024, qui est l'année prochaine, il va apparaître avance à l'actionnaire 50 000 $, pas de problème, on a le droit. Tant qu'il est remboursé avant le 30 septembre 2025 ou qu'il est déclaré en dividende, ben, il n'y aura pas de réattribution des revenus ou d'imposition, on va dire, d'impact fiscal négatif, tant qu'il est remboursé avant le 30 septembre 2025. Donc, on a pris de l'argent en 2023, puis on a remboursé ou on s'est imposé en 2025. Donc, on a réussi à tirer la sauce sur ce 50 000 $-là de 2 ans. Mais il y a des contraintes. La première contrainte, c'est que ce prêt-là doit porter intérêt, auto-prescrit. Durant la COVID, le taux était à 1%. C'était magnifique. 50 000, on payait 500 $. On a ajouté ça dans le dû à l'actionnaire, puis merci, bonsoir. Maintenant, là, le taux prescrit est à 5%. Donc là, on est rendu à 2 500 $ de revenus qu'il faut ajouter, en fait. C'est un revenu pour la compagnie qui est imposable. Et pour vous, ben, en fait, vous devez faire un chèque de 2 500 $ à la compagnie. Et donc, ça peut
être un peu moins intéressant d'utiliser ce stratagème ou de prendre l'argent de la compagnie. Rendu là, vous pouvez, à 5%, vous pouvez presque prendre un prêt personnel ou peu importe. L'impact est le même et au moins, vous n'aurez pas à vous imposer sur ce revenu-là, par exemple. Et l'autre condition, c'est que ça ne doit pas être dans un système de pré-avance. Parce que moi, j'ai des clients qui disent, ah, ben, je vais rembourser en 2025, puis là, en 2026, je vais reprendre un nouveau prêt, puis etc. Puis, tu sais, non, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment qu'en 2025, le solde soit à zéro. Donc, il ne faut plus qu'il y ait d'avance à l'actionnaire au bilan pour au moins une année, pour que l'année d'après, si vous voulez, en 2026, retirer de l'argent à nouveau, oui, ça serait possible, mais il faut qu'il y ait un break d'au moins un bilan. Donc, c'est vraiment ça. J'aurais aimé vous donner une réponse plus spécifique pour savoir c'est quoi la meilleure méthode, mais il n'y en a pas. Chaque personne est différente, puis c'est du cas par cas, comme Denis le dit si bien. Ensuite, les questions fréquentes. Donc, puis Denis aussi, on en a parlé, mais en fait, les questions qui reviennent le plus souvent, là, que les clients me posent. Quelles dépenses sont déductibles? C'est-tu déductible? Ça ne l'est pas. Ça l'est-tu? Ça ne l'est pas. En fait, la première règle, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est une dépense raisonnable que vous avez engagée pour gagner un revenu d'entreprise est déductible. Donc, si vous avez vraiment acheté ça pour la business, là, mais pour gagner du revenu d'entreprise, ben, ça l'est. Donc, ça peut aller aussi loin que ça dépend de chaque client, mais par exemple, vous devez voyager absolument pour trouver un client qui est dans une autre province ou dans une autre ville ou même dans un autre pays, si votre core business fait en sorte que vous êtes obligé de voyager, ben, tout est déductible. Hein? Il n'y a pas de problème. Donc, autant le voyage, le déplacement, l'hôtel, l'hébergement, etc. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin de gagner pour gagner un revenu. Mais le deuxième point très important, les pièces justificatives sont nécessaires pour tout, en fait. Autant les voyages, il faut justifier à qui vous êtes allé voir. Est-ce qu'il y a vraiment un revenu qui a été tiré de ce voyage ou un expectative, à tout de moins une expectative de profit? Et comment qu'on fait ça? C'est en documentant. Plus qu'on documente, le mieux que c'est. Donc, quel client vous êtes allé voir, quel type de produit vous avez essayé de vendre, etc. Et donc, au moins, bâtir un petit case pour dire non, je me suis vraiment déplacé pour le boulot. Je suis pas allé à Punta Cana, tu sais. Donc, juste à bien s'assurer que tout est bien fait. Et autant au niveau des factures aussi, qu'est-ce qui arrive souvent? Qu'est-ce que je vois? C'est que le nom de la facture n'est pas le nom de la compagnie. Des fois, c'est le nom personnel parce qu'on ne fait pas attention ou c'est le nom de quelqu'un d'autre, peu importe. Mais en fait, si le nom de votre compagnie n'est pas indiqué sur la facture, ben, la dépense sera refusée, autant au niveau de la TPS-TVQ. Donc, quand il y a des vérifications au niveau des taxes, eux, ils regardent ça. Ils regardent que le client ou le nom de facturation, c'est bien vous, l'adresse est bonne, etc. Donc, il faut vraiment faire attention. Sinon, ils vous la refusent. Donc, petit point à prendre en note. Et prochain point, ben, c'est ça. Toutes les dépenses de nature personnelle. Si vous le dites, ça le dit par lui-même. Nature personnelle. Personnelle, ce n'est pas déductible. Donc, si vous achetez quelque chose pour vous, n'utilisez pas le compte de la compagnie. Séparez toujours les dépenses personnelles avec votre compte personnel, puis les dépenses de compagnie avec le compte de compagnie. Et ça, votre technicien comptable va vous remercier. Là. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Puis, c'est une des questions là, que je vais vous poser après, que je vais répondre tout à l'heure. Comment faire une bonne tenue de livre? On en discutera après. Les véhicules. Donc, si vous avez un véhicule personnel, n'oubliez pas que vous pouvez déduire des frais 68 sous pour les 5000 premiers kilomètres, 62 sous pour les kilomètres suivants, ça c'est pour 2023. Même si vous avez fait, je ne sais pas moi, 2000 kilomètres, bon, c'est pas grand-chose là, tu sais. 2000 kilomètres, ça reste quand même 2000 fois 60 sous, ça reste 1200 $. 1200 $ qui est déductible pour la compagnie et qui n'est non imposable pour vous. On appelle ça une allocation non imposable. Donc, la compagnie vous fait un chèque de 1200, vous le prenez, vous mettez ça dans votre compte de banque, puis merci, vous n'avez pas à rajouter ça ni dans votre déclaration d'impôt, nulle part. C'est vraiment un compte de dépenses, donc il faut pouvoir l'utiliser. Des fois, les clients, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais toujours garder ça en tête. Petit point important, il faut juste garder un petit logbook qui dit où est-ce que vous êtes allé, qui vous êtes allé voir, combien de kilomètres. Comme ça, si jamais Revenu Québec, Revenu Canada nous le demande, ben, on sera capable de pouvoir justifier le fameux kilométrage qu'on a réclamé. Frais de bureau à domicile, ça aussi. Donc, vous pouvez charger un loyer raisonnable équivalent au coût réel du bureau à domicile.
comme si vous étiez un travailleur autonome. Donc, un travailleur autonome, qu'est-ce que ça permet de faire? On peut déduire les intérêts sur l'hypothèque, les assurances, l'entretien, taxes municipales, taxes scolaires, etc. Mais c'est pas parce que vous êtes incorporé que vous ne pouvez plus faire ça. Il faut juste que ça couvre, il faut juste que le loyer que vous chargez reflète les dépenses que vous encourez. Et dans ce cas-là, ça devient une allocation non imposable. Donc, qu'est-ce que je recommande? C'est juste de faire l'exercice une fois par année, de calculer tous les frais que vous avez relativement à la maison, fois le pourcentage du bureau. Bon, vous avez un bureau, ça représente 15 de la superficie. Bon, ça vous donne 3 000 $. Ben là, on fait 3 000 divisé par 12. On va faire 3 600, ça fait plus facile à calculer. 3 600 divisé par 12, ça fait 300 $ par mois. Ben, vous pourriez charger un loyer de 300 $ par mois. Moi, j'ai des clients qui me posent la question, est-ce que le fait de charger un loyer, ça enlève l'exonération pour résidence principale? Je vous confirme que non, ça ne change pas. En fait, la seule façon pour changer la résidence principale, il faut que soit que le bien soit utilisé à plus de 50 ou qu'il y a eu des changements majeurs. Mais ce n'est pas en ayant un petit bureau à la maison avec un laptop qui va être justifié. Donc, je vous confirme, n'ayez pas peur, vous pouvez y aller en chargeant un loyer, puis ça ne touchera aucunement l'exonération ni la vocation personnelle du bien. Combien dois-je mettre de côté? La fameuse question, toujours des mauvaises surprises à la fin de l'année. On arrive avec des gros chiffres d'impôts à payer, on n'a pas mis assez d'argent de côté. Pour les compagnies incorporées, c'est simple. 30 à 35 %. D'où ça vient? 15 % pour la TPS-TVQ, même 10 % si on est méthode rapide, et 20 % pour couvrir les impôts. Puis là, j'y vais vraiment agressif. Pourquoi? Parce que c'est 20 %, il y a des dépenses, là. Et puis c'est pour ça que je disais, des ajustements sont nécessaires dépendamment de la rémunération. C'est-à-dire que si on déclare un salaire, je vous l'avais expliqué tout à l'heure que c'est une dépense pour la compagnie. Et donc, on n'a pas besoin de mettre 30 % du chiffre d'affaires. On enlève c'est 30 % après dépense, en fait. C'est juste pour expliquer ça comme ça. Donc, si vous êtes capable juste de mettre ça de côté, oui, il ne devrait pas avoir de problème à la fin de l'année. Moi, je suis un grand fervent des acomptes provisionnels. Plus qu'on met d'argent au fur et à mesure, le mieux que c'est. C'était un des avantages aussi que j'avais oublié de mentionner pour les salaires, c'est-à-dire que les salaires, les impôts sont prélevés à la source, donc il n'y a pas de surprise à la fin de l'année, tandis que le dividende, même le dividende, l'argent que vous retirez de la compagnie en dividende, il faut garder de l'argent de côté pour payer les impôts à la fin de l'année, chose qu'un salaire, les salaires, c'est déjà prélevé à la source. Et donc, les acomptes provisionnels, comment que ça fonctionne? Dès que vos impôts dépassent 6 000 $, donc 3 000 $ fédéral, 3 000 $ provincial, on est tenu de verser des acomptes. Donc, la première année, dès que vous incorporez, vous n'avez pas besoin de verser d'acompte. Vous avez un congé d'1 an parce qu'ils ne savent pas combien vous allez faire. Donc, la première année, c'est un break. Mais dès que vous dépassez la première année et que les impôts que vous payez la première année dépassent 6 000 $, vous êtes tenu de payer des acomptes. Puis là, le calcul est super simple. On regarde l'impôt que vous avez payé l'année précédente. Mettons que vous avez payé 3 000 $, un fédéral, divisé par 4, donc 750. Donc, on fait 4 versements égaux de 750 $ à tous les 3 mois qui suivent la fin de l'année. Donc, 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, on fait ces paiements-là. Ça va nous éviter 2 choses. De payer de l'impôt à la fin de l'année parce qu'on aura déjà payé d'avance et d'éviter des intérêts pénalités pour non-versement d'acompte provisionnel. Et l'autre avantage, en fait, l'avantage, moi, j'ai des clients qui me posaient la question, si on verse trop, qu'est-ce qui arrive? En fait, ils vous remboursent, tout simplement. Si on verse trop d'acomptes par rapport à l'année d'impôt, puis les profits diminuent, c'est-à-dire que la deuxième année est un peu moins intéressante, mais ils vont vous envoyer un chèque, là, ils ne vont pas garder l'argent. Donc, rembourser. Et sinon, si vous dites, écoute, moi, je n'ai même pas les moyens de payer les acomptes parce que la deuxième année, on touche les bois, mais on dit que c'est catastrophique, il y a la deuxième méthode qui est la méthode des impôts réels. C'est-à-dire que si on est capable d'estimer cette année combien d'impôts vous payez, puis on le divise par 4, puis qu'à la fin de l'année, on est bon, c'est-à-dire qu'on a bien calculé nos impôts, il n'y aura pas d'intérêt pénalité non plus. C'est-à-dire on n'a pas besoin de trop payer non plus. Il faut juste payer au moins l'impôt qu'on croit qu'on va devoir payer, tout simplement. Je vois qu'il n'y avait pas d'autres questions, mais moi, j'avais rajouté des petites questions ici que je n'ai pas mis dans
dans le fichier, c'était comment établir un plan comptable. Donc, j'ai quelques clients qui, euh, qui essayent, on va dire, de faire leur tenue de livre eux-mêmes, bon, sur QuickBooks, puis ils veulent savoir quel poste de dépenses ils doivent mettre dans le QuickBooks ou qu'est-ce qu'ils ont besoin pour que ça soit conforme fiscalement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que les états financiers sont pour l'utilisateur. Donc, tant qu'on a les grands postes, frais de bureau, frais de déplacement, télécommunications, vraiment les dépenses qui reviennent le plus souvent, vous êtes correct. Donc, il n'y a pas d'obligation légale d'avoir un X nombre de postes. Puis je suis vraiment un fervent, on va dire, un amateur de less is more. Donc, gardez ça simple. Pas besoin de faire trop de postes non plus. Je trouve que moins, donc, allez-y selon ce que vous avez besoin, mais pas besoin d'aller trop dans le détail non plus. Là. Tout de moins, au niveau fiscal, eux, ça leur importe peu, là, je dirais, à ce point-là. Comment gérer les factures clients et fournisseurs? Ben, écoutez, il faut juste une routine, c'est-à-dire qu'il faut trouver une routine. Chaque personne est différente, mais je sais que QuickBooks, ils ont une application. Il y a sinon Officium aussi, qui est des bons collègues à moi, qui ont une plateforme qui permet de prendre des photos avec leur téléphone. Et donc, ça leur permet on va dire, ça vous permet de numériser au fur et à mesure. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas accumuler. C'est aussi simple que ça. On ne veut pas attendre la fin de l'année pour ramasser les 50 factures, parce que là, c'est sûr que vous allez les perdre d'ici là. Donc, gardez juste une petite routine au fur et à mesure. Trouvez-vous un système qui fonctionne bien pour vous. Mais moi, je dirais, dès que vous avez la facture, vous la prenez en photo, soit avec votre technicien comptable ou peu importe, là, sur OneDrive, peu importe, et vous y allez là-dessus. Je vais aller juste vite sur le chat. On me dit des bons points. Vous avez tout à fait raison. Denis, il me dit, oui, séparer les types d'assurance. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Les assurances vie, les assurances maladie graves ne sont pas déductibles. Donc, il faudrait les séparer des frais d'assurance régulière. Bon, nous, on fait quand même une vérification, mais c'est sûr que c'est mieux. Les frais de représentation, il faudrait les séparer parce qu'ils sont déductibles qu'à 50%. Les pénalités ne sont pas déductibles. Donc, vous avez une pénalité, une contravention, un ticket, comme qu'on dit, ou une pénalité pour impôt. Il faut créer un poste pénalité parce que tous ces paiements-là ne sont pas déductibles. Et donc, vraiment y aller comme ça. L'autre point, oui, ben c'est ça. Comme Denis disait, photo, scan, courriel partagé. Chez Officium, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est vrai que les courriels, ça peut être aussi une très bonne façon là, de maintenir les chiffres, mais il faut juste la routine. Un petit reminder à chaque semaine de prendre ces factures-là, de les mettre. Ça vaut beaucoup mieux que de les laisser. Vous allez voir que ça fait toute la différence. L'autre question que j'ai, c'est de Linka. Bonjour, un actionnaire peut acquérir un bien immobilier ou même une autre entreprise sous la société mère. Quelle est la meilleure façon de procéder? Donc, oui, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que là, bon, vous avez une compagnie incorporée qui ramasse de l'argent, vous avez une certaine équité dans la compagnie, puis là, vous passez du côté, on va dire, opération au côté investissement. Vous voulez investir l'argent que vous avez accumulé, comment qu'on fait? Je recommande, encore une fois, ça dépend, c'est du cas par cas, mais habituellement, c'est toujours mieux de créer une société de gestion pour pouvoir sortir l'argent de la compagnie A à la compagnie B. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que les dividendes intercompagnies entre sociétés mères et filiales ne sont pas imposables. Donc, vous avez, je ne sais pas moi, un 100 000 d'équité que vous avez, bien, on monte ça en haut et donc il y a 100 000 dans la société de gestion. Ça permet de séparer vos opérations, on va dire, de travail, vos opérations de business, de vos opérations d'investissement. On ne veut pas les mélanger, autant d'un point de vue légal, autant d'un point de vue juridique. Fiscal, je dirais non, parce que la bâtisse soit détenue via l'entreprise ou la société mère, fiscalement, il n'y a aucune différence. Vous allez payer exactement le même impôt. Il n'y a aucune... Il n'y a pas d'avantage fiscal de créer une société de gestion. C'est vraiment l'avantage légal. Bon, oui, il y a l'avantage fiscal au niveau, si on y va, on pousse au niveau de la planification, comme on avait dit, est-ce qu'on met les enfants, est-ce qu'on met d'autres personnes, des choses comme ça. Mais en termes de dollars, on va dire d'impôts, que le revenu de bien qui soit gagné dans la gestion ou dans l'opérante, le montant d'impôt à payer sur ce revenu-là est le même. Mais
je recommande à 100% d'avoir une société de gestion, beaucoup plus simple pour la gestion de la comptabilité. Et ça permet aussi dans le futur, par exemple, vous décidez de vendre la bâtisse, vous pouvez vendre la société qui détient la bâtisse. Et donc ça, c'est intéressant pour l'acheteur parce qu'il n'aura pas besoin de payer les taxes municipales, les droits de mutation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas aux yeux de la ville, il n'y a pas de transfert de propriété, ça appartient encore à la compagnie, à la Québec Inc., on va dire. Donc ça peut être un avantage aussi de la garder dans la Inc. Mais il faut comprendre que aussi, l'autre question peut-être qui vient de pop-up aussi, qu'est-ce qui vaudrait mieux? Est-ce que l'acheter au niveau personnel ou acheter une bâtisse au niveau incorporé? Il faut comprendre que les compagnies payent du 50% sur les revenus de biens. Donc, c'est le fameux 20%, plus un impôt temporaire qui est remboursé quand on déclare un dividende de 30%. Donc, si vous êtes pour acheter un bien à partir de votre argent personnel, encore toujours à discuter avec votre comptable, mais habituellement, c'est mieux de l'acheter au personnel, mais toujours, toujours voir, chaque situation est différente. Donc, mais les deux possibilités sont bonnes. Donc oui, Jean-Marc, excuse-moi, oui, tout à fait. Conséquences fiscales d'être incorporé au Québec et vivre et travailler en ligne à l'étranger. Mais en fait, oui, il y a quelques conséquences. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre là? C'est un peu compliqué, mais je dirais c'est deux points. Le premier point, au niveau de la compagnie, si vous êtes incorporé au Québec, il y a ce qu'on appelle société sous contrôle canadien. Donc, le fameux 20% que j'expliquais tout à l'heure, c'est pour les sociétés sous contrôle canadien. Ceux qui ne sont pas... Donc, si vous devenez non-résident, donc vous faites les papiers, vous avez perdu, on va dire, vous enlevez... Et tout à fait, Denis dit un bon point, il faut déterminer votre statut de résident. Si vous êtes résident fiscal canadien, et donc vous payez votre impôt au Canada, OK, donc oui, mais en fait, pas citoyen. Vraiment, on va dire la résidence fiscale. Est-ce que tu vas résider plus de 183 jours à l'extérieur du pays ou pas? Résident fiscal Canada, il ne se passe absolument rien. Pourquoi? Parce qu'aux yeux du gouvernement, tu es Canadien, tu vas payer ton impôt au Canada. Il faut juste faire attention que tu n'aies pas une double résidence. C'est-à-dire que si tu es dans un autre pays et qu'eux te jugent résident fiscal aussi, ben là, on est dans le trou parce que là, tu vas être pris à payer les impôts aux deux endroits. C'est pour ça que là, il y a les conventions fiscales qui régissent entre les deux sociétés qui rentrent en jeu. Donc, il y a quand même une petite complexité qui se rajoute. Mais comme Denis dit, on déclare les revenus mondiaux au Canada. La société est toujours sous contrôle canadien, donc vous payez toujours le 20% au Canada. Et si jamais vous déclarez un dividende ou un salaire, vous allez le payer au Canada. Et donc, ça se limite tout simplement à ça. Là, il faut juste voir de l'autre côté, à ce qu'il ne vous impose pas, que vous soyez, en fait, il faut qu'à l'autre côté, vous ne soyez pas résident de l'autre pays. Et encore une fois, comme je disais, faut vérifier la convention fiscale. Donc là, malheureusement, je n'ai pas assez d'informations et même moi, personnellement, je n'ai pas d'expertise en fiscalité internationale. Donc, j'y vais vraiment avec les connaissances que j'ai. Mais normalement, selon ce que tu me dis, Jean-Marc, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Puis là, il y avait ta deuxième question. Conséquences pour l'employeur d'avoir un salaire à l'étranger. Oui, Denis Elie, comme disait, revenus mondiaux. Donc, tu vas devoir malheureusement déclarer ces revenus-là dans ta déclaration d'impôt personnel au Canada. Mais si tu t'es fait prélever de l'impôt étranger sur ce salaire-là, tu as droit à un crédit d'impôt de l'impôt étranger que tu as payé. En fait, ils font ça pour éviter la double imposition. Donc, par exemple, ton taux d'impôt est 40%, puis en fait, tu as payé le salarié. OK, bon, mais si c'est un salarié à l'étranger autre que toi, donc le salarié, il s'est fait prélever 20% d'impôts étrangers, ben, il y a un crédit d'impôt de 20%. Et donc, au Canada, il va juste payer un 20% d'excédent. Il ne va pas payer un nouveau 40% au complet, sinon on ne finira jamais. Donc, il y a une façon aussi de faire dans ce cas-là. Tout à fait. Super. Est-ce que j'avais d'autres questions ici? Peut-être, là, je vois dans CPG. Question de la part de Denis Potvin. Expliquer, rafraîchir.
Toutes mes excuses, je pense que j'ai un petit bug. Est-ce que vous m'entendez bien? OK, super. Donc oui, le fameux IMRTD, c'est un très bon point parce que ça aussi, c'est des, les clients, ils me posent souvent la question, des fois, ils arrivent avec des grosses factures d'impôts, ils ne comprennent pas pourquoi, puis là, il faut toujours leur expliquer. Dans le fond, là, les revenus qui sont imposés à 20 c'est les revenus exploités activement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les revenus passifs. Les revenus passifs, c'est les revenus de loyer, les revenus de CPG, les revenus d'intérêt, les gains en capital. Donc, tous ces revenus-là, on appelle ça des revenus de biens. Et ces revenus de biens-là, ils ont un impôt temporaire de 38 supplémentaire. OK? C'est quoi, ça veut dire quoi un impôt temporaire? C'est donc, mettons, on y va avec, dans votre déclaration d'impôt corporative, vous avez un revenu d'intérêt de 10 000. Ben, le gouvernement va vous charger 3 800 $ d'impôts juste pour ce 10 000-là, en plus du 20 donc on est à peu près à 55 donc 58, on va dire. Donc, vous avez payé 58 d'impôts sur un revenu de 10 000, qui est énorme. Mais pourquoi on dit que c'est un revenu temporaire, c'est un impôt temporaire? C'est-à-dire que lorsqu'on déclare un dividende du même montant, de 10 000 par exemple, de 10 000 $ de revenus, il vous rembourse ce 3 800 $-là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça IMRTD. Ça veut dire quoi? Impôt en main remboursable au titre de dividende. Bon, c'est un gros terme, mais remboursable. C'est-à-dire qu'il va vous rembourser lorsque vous le déclarez en dividende. Tout ça, c'est juste pour décourager les gens à s'incorporer strictement que pour gagner du revenu de bien. Le gouvernement, ils veulent vous, on va dire, vous motiver à incorporer des compagnies, mais si c'est du revenu de bien, c'est du revenu d'investissement, ben ils disent non. Là, vous allez payer le gros taux comme tout le monde. Et pour éviter cet impôt en main remboursable, c'est juste, il faut le déclarer en dividende. Donc, si vous avez 10 000 $ d'intérêt et la même année, vous déclarez 10 000 $ de dividende, il n'y aura pas d'IMRTD. Il n'y aura pas ce fameux 3 800 $ là. Ils ne vont pas vous le charger. Pourquoi? Parce que vous allez payer de l'impôt personnel sur ce fameux 10 000 $ de dividende-là. J'espère que ça a répondu à ta question, Denis. Prochaine question, Cassandra. Est-ce bien légal de sous-traiter de la main-d'œuvre à l'étranger sans nécessairement prouver que nous ne trouvions pas à cette main-d'œuvre ici? Attends, est-ce bien légal de sous-traiter de la main-d'œuvre à l'étranger sans nécessairement prouver que nous ne trouvions pas cette main-d'œuvre ici même? Je ne suis pas avocat, malheureusement, fait que je ne pourrais pas vous confirmer, mais j'aurais tendance à dire que il n'y a pas de loi qui oblige que la sous-traitance soit faite au Canada, à moins qu'il y ait quelque chose qui m'échappe là. Mais malheureusement, Cassandra, j'aurais bien aimé te répondre, mais c'est vraiment ouais, c'est vraiment une question plus légale à vérifier. Il faut bâtir un portefeuille d'investissement qui tient compte de la fiscalité. Tous les revenus de placement ne sont pas imposés de la même manière. Oui, oui, tout à fait, Louis-Charles. Très bon point. Il faut comprendre que le gain en capital est imposé à 50 et le revenu d'intérêt est imposé à 100 Donc, le portefeuille d'investissement pourrait être, et raison de plus pourquoi je ne suis pas planificateur financier, mais Louis-Charles a tout à fait raison qu'il y a certains types de placements qui ont une fiscalité avantageuse. Et donc, tous les types de placements ne sont pas imposés de la même façon. Y aller très rapidement, le gain en capital, vu qu'il est imposé à 50 le 50 non imposable, vous pouvez le retirer de la compagnie net d'impôt. Et donc, la compagnie s'impose que sur l'autre 50 mais le premier qui est non imposable, ben, vous pouvez le sortir. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant si vous avez des investissements qui privilégient plus le gain en capital que le revenu d'intérêt. Mais encore une fois, ça, ce n'est pas mon expertise. Je vais laisser mes collègues planificateurs répondre à vos questions là-dessus. Ah oui, lié à ma question plus haut, manipulation comptable, autre que ces factures. Main-d'œuvre, c'est OK. Bon, oui. Donc, Denis a répondu, en effet, je ne pense pas qu'il y a de problème parce qu'en fait, à la fin, c'est vous qui effectuez le service et donc c'est vous qui êtes responsable du travail qui est fait. Donc, si, par exemple, bon, quelqu'un fait le travail derrière vous, mais que vous le révisez, je crois que ça devrait être correct, là. Et oui, bon point pour la subvention, là, il ne faut juste pas réclamer de subvention. Tout à fait, tout à fait. Good. Moi, j'ai fait le tour des questions, à moins que quelqu'un aurait une autre petite question ce soir.
Mahmoud, est-ce que j'ai le droit d'envoyer les fonds simplement entre les comptes personnels et les comptes de chaque semaine ou pas? Ah, mais je vois qu'on a dépassé un petit peu. Écoute, Mahmoud, j'avais complètement de voir l'heure. Je vais répondre à ta question. Comme ça, on va finir là-dessus. Mais pour terminer, je vais finir à ta question et on va conclure. Donc, j'ai le droit d'envoyer les fonds simplement entre les comptes personnels et compagnie chaque semaine ou pas? Déclaration est basée. Écoute, Mahmoud, garde cette question. Tu m'envoies ça par courriel et je vais pouvoir te répondre parce que je ne suis pas sûr de comprendre là-dessus. Et bon, puisqu'on est un peu à court de temps, on va prendre le temps de se parler tout à l'heure. Super. Et donc, dernier point, écoutez, merci beaucoup vraiment pour le temps que vous avez pris. C'est mon premier webinaire, donc j'espère avec plusieurs autres à voir. N'hésitez pas à m'envoyer des courriels sur ce que vous voulez voir pour les prochaines présentations. Peut-être ça pourrait me donner des idées. Écoutez, si ça vous plaît, je vais continuer. Hein. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email, mon site web. Si vous voulez prendre un rendez-vous one-on-one avec moi, vous pouvez aller directement sur mon site web, cliquer sur « Prendre rendez-vous ». Via mon lien Calendly, ça me fait un plaisir de pouvoir se parler. Je n'ai pas eu la chance de dire bonjour à tout le monde, mais vraiment un gros merci pour votre présence. C'est très gentil. Passez une bonne journée. Bye bye.